Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle revue matos. Aujourd'hui je vais vous parler du bridge Lumix, le FZ1000 Mark II. C'est parti. Alors comme d'habitude je tiens à préciser que cette vidéo est faite en partenariat avec Lumix Belgium qui m'a donc prêté le FZ1000 Mark II ainsi que son prédécesseur de manière à ce que je puisse le tester et vous en faire une revue. S'il y a bien un type d'appareil que je n'avais pas encore testé, ce sont les bridges et du coup c'était l'occasion pour moi de voir à quoi ça ressemblait, de voir de plus près également ce que ça pouvait donner en termes d'appareil photo. D'où le fait que j'ai demandé de pouvoir avoir à prêter ce FZ1000 Mark II qui est donc un appareil qui est sorti en début 2019. Il s'agit donc en fait de la deuxième version du FZ1000 puisqu'ici j'ai également le FZ1000 Mark I. En fin de vidéo, je vous ferai également un petit comparatif entre les deux et donc avant de passer à ça, je vais simplement vous parler des caractéristiques de cet appareil. Le Lumix FZ1000 Mark II est donc un appareil photo de type bridge, donc ça s'apparente un petit peu à un appareil photo compact, mais avec des dimensions un petit peu plus grandes, ce qui permet d'embarquer notamment des optiques un petit peu plus importantes. Ici côté capteur, on a un capteur d'1 pouce, c'est exactement la même chose que sur l'ancienne version, et avec une plage focale allant de 25 à 400 mm, ce qui veut dire qu'on a un zoom optique de 16 fois. Côté ouverture, on a une ouverture maximale de f2.8 à 25 mm et de f4 à 400 mm, avec une ouverture minimale de f11 sur toute la plage focale. Et classiquement, le capteur de l'appareil est stabilisé sur 5 axes. Côté ergonomie, c'est assez classique, on a un appareil photo qui tient très bien en main, avec une taille quand même assez proche d'un réflexe. Comme vous pouvez le voir ici, sur ma main, l'appareil tient très bien, il n'y a vraiment aucun souci, la poignée est très bonne. On a des molettes qui sont présentes aux bons endroits, on a une première molette au-dessus près du bouton de déclenchement, une deuxième molette ici, on a la sélection des modes, on a également une molette qui va permettre de sélectionner le type de prise de vue, donc une simple vue, en rafale, la photo 4K, etc. On retrouve également toute une multitude de boutons, de fonctions personnalisables. Notamment, on a forcément le bouton d'enregistrement de vidéo, mais on a un bouton de fonction ici, un deuxième ici. On en a également 3 sur le côté de l'objectif, dont un qui est assez pratique, est en fait un moyen de pouvoir dézoomer pendant que vous êtes occupé à viser. Donc par exemple, vous êtes à 400 mm, vous êtes un petit peu perdu dans l'image. Dans ce cas-là, vous appuyez sur le bouton, l'appareil va temporairement en fait dézoomer de manière à ce que vous puissiez voir un petit peu où vous êtes. Dès que vous relâchez, il reprend sa focale normale. Alors à l'arrière, on a un viseur électronique qui fonctionne particulièrement bien, de 2 millions de pixels. J'en reparlerai après au niveau des différences par rapport à l'ancien modèle. On a un écran arrière sur rotule, tout ce qu'il y a de plus classique aussi de ce côté-là. Un écran tactile avec un petit peu plus de 1,2 million de pixels. On retrouve les boutons de fonction, d'affichage, un pad avec différentes fonctions que l'on peut aussi utiliser pour naviguer dans les menus. Encore un bouton fonction et enfin ici un sélecteur d'autofocus, soit single shot, soit suivi, soit en mode focus manuel. L'appareil est également équipé d'un flash intégré, donc on peut simplement ouvrir ici. Alors c'est toujours qu'un flash intégré, mais c'est toujours agréable d'en avoir un dessus. On a également la griffe du flash, un micro intégré. Sur le côté, on va retrouver une petite trappe dans laquelle il y a simplement ici un connecteur pour le micro, la prise micro HDMI et également une prise USB qui va permettre notamment de recharger l'appareil. Et bien sûr en dessous, on a la fixation du trépied, le logement dans lequel il y a la batterie et la carte SD. De ce côté-là, rien de très particulier. Alors ce qui est assez bizarre quand je teste du matériel Lumix, c'est que j'ai toujours l'impression de me répéter et c'est simplement dû au fait qu'on a une gamme d'appareils qui est vraiment très homogène. En fait, vous retrouvez sur ce boîtier-là toutes les mêmes fonctionnalités que vous trouvez depuis les petits compacts jusqu'au haut de gamme. Vous avez notamment toutes les fonctionnalités de photo 4K avec le post-focus, avec la composition de scène, avec la sélection de la vue qui vous intéresse, etc. Vous retrouvez également les fonctionnalités de timelapse, de fusion d'images. Vous avez également la possibilité d'éditer les RAW directement dans le boîtier. Vous retrouvez également tous les filtres créatifs. Bref, vous retrouvez dans cet appareil tout ce que vous retrouvez dans la gamme récente de Lumix. Alors côté utilisation, c'est vraiment là que je me posais un petit peu la question, simplement parce que je n'ai quasiment jamais employé un appareil photo bridge et du coup le fait d'avoir une focale de 25 à 400 mm me semblait un petit peu étrange sur ce type de boîtier là. Mais dans les faits, j'étais agréablement surpris. D'une part parce que l'optique 25-400 mm qui est fournie avec est une optique au design Leica. Ça veut dire qu'on a vraiment un système optique qui est vraiment de très bonne qualité. Je vous mettrai comme d'habitude des photos d'exemples que j'ai réalisées avec l'appareil. Ce que je pourrais peut-être dire quand même, c'est que ce que je trouve le plus ennuyeux avec les bridges, vu qu'on a une plage focale qui est assez énorme, c'est la vitesse à laquelle le zoom fonctionne. En fait, le zoom ici n'est possible que de le commander que soit via la molette qu'on a autour de l'objectif, ce que je n'aime vraiment pas, parce que en fait ça va par cran, par cran de focale, par étape, ou alors simplement par le bouton qui permet de zoomer, dézoomer. Et ce que je n'aime pas là-dedans, c'est que ce zoom est très lent. Ça veut dire que côté réactivité, pour passer d'une focale à l'autre, c'est pas génial. Alors c'est vraiment peut-être le seul défaut que j'ai trouvé côté optique de ce côté-là, simplement parce que j'ai l'habitude avec un zoom mécanique classique, c'est de pouvoir zoomer, dézoomer très rapidement en tournant la bague. Moi j'aurais vraiment préféré ça.
Mais sinon, à part ça, le fait de changer de zoom fonctionne très bien. J'ai vraiment été surpris au niveau de la qualité optique du boîtier. En fait, on a vraiment un bon piqué sur toute la plage focale. Je l'ai employé aussi bien à 25 mm qu'à 400 mm, donc forcément à 400 mm, on peut s'en douter. Le piqué n'est pas aussi bon que dans les focales intermédiaires, mais il est quand même très très bon. J'ai vraiment avec un très bon rendu des couleurs, j'ai vraiment pas de soucis de ce côté-là. Alors côté sensibilité, on peut voir apparaître du bruit dans certains cas. Forcément, on a un petit capteur, c'est 1 pouce, c'est pas forcément très grand, mais ça n'empêche que dans des conditions lumineuses normales, ça fonctionne très bien. Moi, je l'ai utilisé jusqu'à ISO 1600 sans aucun problème. Au-delà, on peut dire que le bruit devient gênant. Et considérez que ISO 400, ISO 800, le bruit est très léger et tout à fait acceptable du coup. À ISO 1600, ça commence tout doucement à se voir, mais sans détériorer la photo. Par contre, à partir de ISO 3200, là, on peut considérer que le bruit devient quand même assez gênant. Mais bon, ISO 3200, c'est quand même des valeurs très élevées, et forcément, avec un capteur d'1 pouce, on ne sait pas faire des miracles non plus. Alors côté stabilisation, elle fonctionne très bien, c'est vraiment quelque chose où je n'ai jamais eu le moindre souci chez Lumix, c'est la stabilisation, c'est sans doute pour moi la meilleure du marché, peu importe le type d'appareil, la stabilisation de Lumix fonctionne très très bien. Côté autofocus, on a la technologie DFD classique qui équipe maintenant quasiment tous les boîtiers Lumix. Il fonctionne bien avec toujours les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Il est rapide avec toujours, je trouve, un petit point faible au niveau du tracking, au niveau du visage et de l'œil qui n'est pas parfait. D'autant plus qu'ici, on est quand même sur un appareil photo qui n'est pas ultra haut de gamme. Donc, c'est peut-être pas parfait, mais ça n'empêche que par rapport à la gamme d'appareils, le fait de pouvoir faire de la mise au point sur un point, sur la totalité de l'image, sur un visage ou sur une zone bien particulière, c'est quand même quelque chose de très appréciable. Donc moi je considérais ce boîtier comme étant un bon compagnon de voyage qui va vous permettre de faire des photos de tout genre. Vous avez du grand angle, vous avez du téléobjectif, vous avez quand même une ouverture de 2.8 à 25 mm et f4 à 400 mm, ce qui est pas dégueu, c'est pas ultra lumineux, mais c'est quand même déjà pas mal du tout, surtout au vu de la taille du boîtier. Côté poids, il est tout à fait transportable puisqu'on est dans environ de 800 grammes, quelque chose comme ça. Donc c'est un boîtier qui n'est pas lourd à transporter, qui se glisse encore relativement facilement dans un sac. Moi je l'ai trimballé pendant plusieurs semaines dans mon sac Peak Design de 5 litres. J'avais encore largement la place pour mettre plein d'autres trucs dedans. Donc si vous cherchez un boîtier pour vous accompagner en voyage, je pense que c'est une excellente solution, d'autant plus que des boîtiers de genre là, il n'y en a pas des masses. Forcément, vous avez le FZ1000 Mark I, vous avez le FZ1000 Mark II, vous avez le FZ2000 chez Lumix, et sinon côté concurrence, vous allez également en trouver, mais à des prix beaucoup plus élevés. Si vous prenez par exemple le Sony RX10 Mark IV, qui est en fait son concurrent direct, qui fait 2 fois le prix. Donc forcément, à choisir entre les deux, moi je partirais sans problème sur Lumix parce qu'il faudrait vraiment me prouver que le double du prix vaut la peine. Alors le seul défaut que je verrais vraiment pour les gros baroudeurs, c'est le fait que ce boîtier n'est pas tropicalisé. Donc forcément, si vous l'emmenez dans des conditions extrêmes, ça va pas toujours être très pratique. Vous allez peut-être devoir un petit peu le protéger, mais forcément, pour le prix du boîtier, on ne sait pas non plus tout avoir. Alors si comme moi vous avez regardé quelques articles parlant du FZ1000 Mark II, vous êtes peut-être tombé sur des remarques qui disaient que cet appareil en fait est une nouvelle version du FZ1000 mais qui était assez discrète et que les modifications n'étaient pas énormes et que cette nouvelle version n'était pas forcément justifiée. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord sur ce point de vue-là parce que je pense que pour la majeure partie des gens qui ont fait une revue dans ce sens-là, ils n'ont peut-être tout simplement pas vraiment testé le matériel. Je vais vous expliquer pourquoi. Si je compare les deux boîtiers d'un côté de l'autre, j'ai le Mark I ici et le Mark II qui est là. Ce sont des appareils qui globalement ont le même gabarit, donc clairement ils se ressemblent très fort. Alors c'est vrai qu'ils ont le même capteur, ils ont également la même plage focale, mais déjà le Mark II ici permet de fermer à f11 alors que le Mark I ne permet que de fermer à f8. Alors ce n'est pas énorme mais forcément c'est déjà une différence. Ça veut dire qu'ils seront totalement comparables en termes de qualité d'image. Pour les quelques essais que j'ai fait avec le FZ1000 Mark I, honnêtement je ne saurais pas dire lequel est lequel. Mais c'est pas là qu'est vraiment l'intérêt pour moi au niveau de la différence. Ce qui change vraiment d'un appareil à l'autre, ça va être vraiment l'ergonomie et les fonctionnalités. En fait, le FZ1000 Mark II, c'est simplement une mise à jour du boîtier avec toutes les fonctionnalités dernier cri de la marque. Notamment, vous allez avoir ici, si je regarde sur le côté, je n'ai pas de molette. Ici, je trouve une deuxième molette. Ça veut dire que sur le boîtier ici, je peux, en tenant le boîtier d'une main, régler deux paramètres, l'ouverture, le temps d'exposition par exemple. Sur ce boîtier-là, il n'y a pas moyen, il n'y a qu'une seule molette, il faut appuyer sur un bouton et jouer sur la molette en même temps. Ce qui d'un point de vue ergonomie, pour moi, n'est pas top. Alors autre chose importante, ça se voit pas forcément du premier coup, c'est le viseur électronique. Autant j'ai été très content du viseur électronique du Mark II, autant après quand j'ai eu le Mark I en main et que j'ai mis mon œil devant, j'avais l'impression que les images étaient totalement floues. En fait, le Mark II a une nouvelle dalle dans le viseur, qui a globalement la même définition, on est sur du 2 mégapixels, mais qui est beaucoup plus net et beaucoup plus piqué, avec un meilleur rendu de couleur également. Et donc c'est beaucoup plus appréciable. Je trouve également que le viseur électronique est beaucoup plus fluide au niveau du Mark II qu'au Mark I.
Autre changement bien plus conséquent, l'écran rotatif. Alors celui-ci était déjà équipé d'un écran rotatif, mais il n'était pas tactile et de moins bonne qualité. Le Mark II a un écran qui est toujours rotatif, mais cette fois-ci il est tactile et de meilleure qualité. On peut noter aussi quelques différences, notamment la position de la molette qui a un petit peu changé, c'est pas énorme. Ce qui change aussi par exemple, c'est que le Mark II, lui, on peut le recharger via le port USB. Le Mark I, ce n'est pas possible. Mais là où le Mark II se démarque vraiment du Mark I, c'est au niveau de toutes les fonctionnalités qui sont intégrées. Notamment, ce qui a été rajouté au niveau du Mark II, ce sont toutes les fonctionnalités de photo 4K. L'air de rien, si on l'utilise, c'est plutôt agréable, parce que ça veut dire que vous avez la possibilité de faire de la photo 4K à 30 images par seconde, vous avez la possibilité de faire du post-focus, vous avez la possibilité de faire des fusions de séquences, toutes des fonctionnalités qui vous offrent plein de possibilités au niveau créatif. Le Mark II dispose également de plein de fonctionnalités de bracketing que le Mark I n'a pas. Donc en plus du bracketing d'exposition, on peut faire du bracketing d'ouverture, de mise au point et de balance des blancs. Le Mark II inclut également de nouveaux styles d'image, donc notamment le L monochrome et le L monochrome D, qui sont des styles noir et blanc qui sont apparus avec la génération du GX9, etc., qui donnent des noirs et blancs vraiment très contrastés, vraiment très sympas directement au JPEG dans le boîtier. Et alors également, pour s'aligner forcément sur tout le reste de la gamme Lumix, le boîtier maintenant incorpore aussi le Bluetooth qui va vous permettre d'employer notamment l'application Lumix de manière à contrôler votre appareil à distance et de n'utiliser le Wi-Fi pour le transfert de données que quand c'est nécessaire, ce qui est plutôt une bonne chose parce que par exemple, ça vous permet aussi de ne pas avoir besoin d'une télécommande ou de pouvoir directement transférer les photos sur votre appareil photo et de les partager. Donc pour conclure, je dirais que le Lumix FZ1000 Mark II est un excellent bridge avec une extrême polyvalence au niveau de la focale, donc de 25 à 400 mm, avec une ouverture tout à fait honorable pour les dimensions de l'appareil, puisqu'on passe de f2.8 à f4 de 25 à 400 mm. La qualité optique est totalement au rendez-vous avec une optique signée Leica qui donne vraiment d'excellents résultats. On a également une excellente stabilisation. Moi, ce que je regrette peut-être un petit peu, c'est que le côté réactif du zoom, qui manque un petit peu de souplesse, un petit peu de régularité, qui bouge pas assez vite. Moi, je voudrais un appareil qui est un tout petit peu plus réactif. Je préférais même, si c'était possible, d'avoir carrément un système de bague qui me permet de zoomer, dézoomer purement mécaniquement. Je trouverais ça beaucoup plus pratique. Mais sinon, pour la qualité du boîtier, vraiment sur l'ergonomie, sur l'autonomie, j'ai vraiment rien à dire. Ce boîtier, je pense qu'il correspond très bien à sa gamme de prix. Si vous voulez un boîtier avec objectif interchangeable et une focale équivalente, je pense que le prix serait bien plus élevé. Du coup, c'est une excellente option si vous avez besoin d'un boîtier qui vous permette de faire de la photo de manière très sérieuse et de le prendre avec vous en voyage et de pouvoir faire aussi bien du paysage que du portrait, que de l'animalier et plein de choses comme ça. Voilà donc pour cette vidéo de revue du FZ1000 Mark II, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas de me les poser dans les commentaires, ils sont là pour ça. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Vous pouvez me suivre sur Facebook via la page et le groupe Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Comme d'habitude, vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi, je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.